sommes à quelques semaines de la fête de Noël, une fête tant prisée par les enfants et pour laquelle beaucoup attendent impatiemment le jouet qui jusqu'ici garnit encore l'étalage des commerçants. Ici, à la place Léline, le constat est frappant. La morosité économique dit sa loi. Pour le moment, tel que vous le constatez vous-même, on ne sent pas encore la ferveur de la vente parce que pour le moment, comme c'est le début, les gens viennent à compte-gouttes pour dire nous sommes en train de faire le programme, nous allons venir. Et vous voyez que depuis ce matin, même avant votre arrivée, c'est toujours le silence, tel que vous le constatez. Donc on espère qu'ils vont venir d'ici à là. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la situation socio-économique aussi fait que les gens se plaignent trop. Présentement, ce n'est pas encore ça. Les parents ne sont pas d'accord. Certes, les jouets sont déjà installés, mais on attend les clients qui ne viennent pas encore. La vente des jouets cette année, on n'a pas encore les clients parce qu'on vient d'exposer. On est au tout début du mois de décembre, donc et l'affluence n'y est pas du tout. On espère quand même que les parents vont sortir d'ici là pour prendre les jouets pour leurs enfants. Les enfants ont une grande passion pour les jouets. Lesquels jouets sont adaptés à chaque tranche d'âge? Les jouets adaptés pour les enfants de 0 à 3 ans sont plus des trucs qui vont éveiller son sens. Déjà des trucs qui chantent, des trucs qui font des jeux de lumière, des trucs qui roulent. C'est un peu des trucs comme ça qu'il faut pour les enfants de 0 à 3 ans. Et à partir de 3 ans, il faut des trucs un peu instructifs. À partir de 3 ans à 5 ans, disons, il faut des trucs instructifs comme les jeux de construction, les jeux de puzzle et les ordinateurs éducatifs, les tablettes éducatives. À part ça, s'il y a d'autres parents qui disent que c'est la fête, les enfants doivent s'amuser, donc ils priorisent plus les trucs qui vont amuser comme les voitures télécommandées, les dinettes, les jeux de docteur. Il y a des jeux qui activent l'intelligence de l'enfant. Il y a des jouets éducatifs. Dehors de jeux éducatifs, moi je les propose aussi de prendre des jeux un peu amusants. Parce que quand l'enfant travaille son cerveau pour apprendre quelque chose, ça c'est ce que toi le père, tu attends de cet enfant. Maintenant l'enfant lui-même, il a besoin de quelque chose pour s'amuser aussi, pour se distraire. Les jouets sont bien plus qu'une source de plaisir, d'amusement pour l'enfant. Par sa couleur, les sons qu'il produit, les jouets permettent à l'enfant d'appréhender le monde qui l'entoure et de stimuler son imagination. Les jouets sont très capitaux pour un enfant. Un enfant, déjà même de 0 âge, a déjà quelque chose qui va l'impressionner. Jusqu'à déjà 3 mois, l'enfant commence par s'amuser, faire des trucs tout et tout. Donc, les jouets sont très importants dans l'éveil de l'enfant, en fait. Mais nous, on minimise. Quand un parent vient prendre un jouet, non, que l'enfant va casser ce jouet-là. Un enfant qui casse un jouet, c'est un enfant intelligent. L'enfant qui n'est pas intelligent, tu lui donnes ton jouet, tu viendras retrouver ton jouet là où c'est. Mais l'enfant intelligent, il cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire, comment ça, pourquoi ça agit comme ça, pourquoi. Donc l'enfant force. Donc sans vouloir forcer, il est obligé de gâter son jouet. Donc les parents pensent que non, quand on achète un jouet, non, dans 2 jours, il va gâter ça. Oui, l'enfant veut savoir ce qu'il y a dedans. L'utilité des jouets dans la croissance d'un enfant, c'est très important parce que les jouets, par exemple, permettent à l'enfant de développer son sens. Si vous donnez un jouet à un enfant, il va chercher à savoir qu'est-ce qui chante à l'intérieur. Pourquoi ça fait les jeux de lumière. Il va vouloir casser. Moi, je vois que c'est ce qui fait éveiller l'enfant parce que il va vouloir savoir ce qui est là-dedans. Et ça va le pousser à détruire les jouets. Et moi, je trouve que c'est bien de détruire parce que si un enfant cherche à savoir ce qui se passe à l'intérieur de ça, pourquoi c'est ça, c'est qu'il est éveillé. Notons également que la fête de Noël ou la Nativité du Christ est une célébration annuelle qui est célébrée le 25 décembre de chaque année. Compte rendu des travaux du Comité national de supervision
sur la mission des pôles d'experts chargés de revisiter avec les communes les opérations de lotissement remembrement urbain proposées à l'annulation. Le Conseil des ministres avait, au cours de la séance du 23 novembre 2022, décidé de la mise en place de pôles d'experts chargés de revisiter les lotissements remembrements devant faire l'objet d'annulation dans les communes. Cette décision est subséquente au rapport des travaux du comité interministériel de mise en œuvre des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Au terme des délibérations du Comité national de supervision, 810 dossiers ont été traités au lieu des 806 initialement retenus par le gouvernement. Certaines situations perçues au départ comme sous-jacentes à d'autres opérations s'étant révélées en réalité des travaux d'une certaine importance conduits avec des prestataires différents. Il en ressort de nombreuses irrégularités sur le plan technique, dont les plus importantes sont relatives à des opérations de très grande superficie qui impactent des zones agricoles et ne répondent à aucun enjeu d'urbanisation. Des opérations engagées par des associations d'intérêt foncier ou d'autres catégories d'acteurs au mépris des orientations, documents et règles de planification territoriale, de même que de gestion foncière. Des opérations enfin ayant connu des extensions aux proportions très élevées, dont ni les limites ni l'opportunité ne sont guère appréhendées. Il y a lieu de signaler également que l'examen du rapport a révélé la nécessité de vite encadrer l'occupation du sol et l'aménagement du territoire dans les chefs-lieux de département, ainsi que dans les centres agglomérés d'importance avérée, afin de consolider les investissements du programme d'action du gouvernement sur ces territoires. À cet effet, il sera élaboré dans tous les chefs-lieux de département, y compris toutes les zones de forte concentration humaine revêtant un certain intérêt, un plan directeur d'urbanisme, schéma directeur d'aménagement urbain devant réglementer l'opérationnalisation des lotissements remembrements. En outre, les rapports enseignent que de nombreuses opérations de lotissement ont englobé des zones humides non constructibles, entraînant du coup l'installation des populations dans des secteurs impropres à l'habitation. De fait, ces occupations anarchiques sont fréquemment exposées aux affres des aléas climatiques. Les dites zones n'étant pas clairement identifiées et délimitées, elles se retrouvent dans certains périmètres de lotissement remembrement urbain au mépris des tests en vigueur. Il en est également des servitudes réglementaires à dégager pour ces zones humides mais qui, à défaut d'être définies, sont malheureusement morcelées à des fins de recasement des populations. Pour toutes ces raisons, et prenant acte des conclusions du rapport, le Conseil a décidé de la poursuite en vue de l'achèvement et de la clôture des 175 nouvelles opérations. Il a également ordonné l'annulation de 635 autres. Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, a défendu le budget exercice 2024 de son institution devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. 2 690 311 000 francs CFA, c'est le montant du budget de la Cour constitutionnelle inscrit au projet de loi des finances de l'État, gestion 2024. Ce budget est en accroissement de 34,78% comparativement à 2023 où il affiche 1 996 66 000 francs CFA. Ce budget, selon l'autorité ministérielle, servira notamment à préparer les élections prochaines au Bénin prévues pour 2026. C'est un budget concernant une année transitoire. Il ne faut pas oublier que l'année 2023 est une année ou a été, puisque ça tend déjà vers sa fin, a été une année électorale. L'année 2024 ne sera pas une année électorale. Donc nous avons un budget qui va préparer des élections qui viendront un peu plus tard. Et ce budget s'élève à la somme de 2 690 millions en augmentation pour certaines raisons, parce que nous devons mettre à niveau certains de nos équipements
il y a le personnel qui évolue et tout cela induit donc une augmentation, ce qui a fait que ce budget augmente hors élection de 34,78% de 2023 à 2024. Pour cette année, nous devons surtout mettre l'accent sur le côté informatique. Nous devons numériser pas mal de nos procédures, c'est déjà en cours. De toute façon, beaucoup de Béninois savent et l'utilisent déjà. On peut nous saisir par voie électronique aujourd'hui. Et cela induit que le traitement, par exemple, des dossiers puisse se faire également électroniquement. Cela suppose que la gestion d'un certain nombre d'activités soit électronique. Et pour y arriver, eh bien, il faut un renforcement de notre équipement, il faut un renforcement de notre personnel sur ce plan-là. Je crois que cela rentre dans le plan d'ensemble d'évolution de notre pays et que, mesdames et messieurs les députés, nos représentants, me semble-t-il, ont bien apprécié ce que nous leur avons présenté. Une grosse délégation de MEDEF que vous connaissez, Monsieur le Ministre, mais je rappelle pour l'ensemble de l'équipe, MEDEF, c'est la principale organisation du secteur privé en France. C'est 70% de toutes les entreprises françaises. Je suis vice-président du comité Afrique et je suis président de la Task Force Ville Durable. C'est quelque chose qu'on a créé il y a 7 ans à MEDEF International, qui comprend 420 entreprises de tout ce qui se rapporte à la ville. Si on le prend en secteurs principaux, c'est l'eau et l'assainissement d'abord, c'est les déchets, la mise en valeur des déchets, le waste to energy, etc. Le troisième secteur, c'est tout ce qui est énergie propre. Et le quatrième et dernier secteur, c'est tout ce qui est transport urbain ou interurbain. Vous me direz, avec ça, on ne fait pas une ville, mais on fait déjà pas mal de choses. Et si on y ajoute, évidemment, le secteur de la santé, on a ce qu'on appelle les services essentiels. Notre logique, Monsieur le Ministre, particulièrement sur le cadre de vie et sur les transports, c'est une logique qui est très simple. Traiter le cœur des villes, même en Afrique, c'est facile. L'équation du Bénin aujourd'hui, c'est 49% d'urbain. Dans 15 ans, à peu près, 2040, ce sera 65 à 70%, quoi qu'il arrive. Parce que la migration urbaine, elle est là partout dans le monde. Et donc, votre défi, notre défi, à vos côtés, c'est de construire cet avenir-là. Vous savez mieux que moi, Monsieur le Ministre, qu'il faut qu'un schéma directeur, ça se prépare 15 ans avant. C'est-à-dire qu'on est déjà en retard, si je puis dire. Et quand le président Talon nous a engueulés, il a eu raison. Parce qu'il faut qu'on bouge davantage. Construire des partenariats locaux avec des entreprises locales. Quand on peut le faire avec l'aide, quand il y a un patronat qui tient la route, on le fait avec l'aide du patronat local. Ici, on a la CNP, le CNP qui marche très bien, donc on le fait avec eux. On doit faire plus et on doit surtout faire plus collectif. Et l'essentiel, c'est de travailler ensemble sur la formation. Je voudrais simplement dire que depuis 2016, nous avons quand même démontré notre appétence pour la partie française, tant en ce qui concerne les bureaux d'études. J'en ai plusieurs, je peux les citer ici. Certains sont là, avec qui nous travaillons depuis 6-7 ans maintenant, et également pour les entreprises. Donc, on a un chef d'État qui est très à cheval sur la qualité et sur la compétence. Notre pays n'a jamais été autant en chantier en termes de volume de travaux et de financement. Et donc, quand on mobilise des sommes à ce niveau, il faut faire les choses correctement avec les professionnels les plus aguerris. Après la mort accidentelle d'au moins 85 personnes au nord du Nigeria, le président Bola Tinubu a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les villageois ont été tués par un drone de l'armée alors qu'ils célébraient une fête musulmane. La plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées.
L'armée nigériane reconnaît une erreur. J'ai moi-même évalué la situation sur le terrain afin de pouvoir déterminer le type d'enquête qui sera menée par l'armée nigériane pour éviter que ce genre d'incident malheureux ne se reproduise à l'avenir. Et aussi de regarder autour de ces communautés et même au-delà pour pouvoir déterminer le type d'opération que nous devons mener à l'avenir. Selon l'armée, le drone faisait partie d'une mission de routine et les civils auraient été confondus avec un groupe armé présent dans la région. L'armée nigériane est un organe responsable du gouvernement. Elle est prête à soutenir nos citoyens qui respectent la loi, d'autant plus que l'incident malheureux qui s'est produit dimanche est le résultat d'une erreur de la part du personnel de l'armée nigériane. Nous sommes donc prêts à prendre en charge les frais médicaux de ceux qui sont à l'hôpital et à apporter d'autres formes de soutien à l'ensemble de la communauté afin qu'elle puisse mener une vie plus digne. Aussitôt après l'annonce du drame, l'ONU a demandé une enquête approfondie et impartiale. L'armée nigériane a souvent recours aux frappes aériennes dans le nord du pays où elle lutte contre des milices et des djihadistes depuis plus de 10 ans. Un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009. Près d'une semaine après la coulée de boue qui a piégé une trentaine de mineurs illégaux en Zambie, les recherches se poursuivent. Les secours ont réussi à retrouver une personne vivante, mais les autres sont toujours difficiles à localiser. Dimanche, la vice-présidente zambienne a indiqué dans un communiqué que malgré les opérations de secours jour et nuit, l'équipe de recherche et d'assistance avait du mal à retrouver les personnes disparues, dont 7 seulement ont pu être identifiées. Face au Parlement, le ministre de l'Intérieur a qualifié cet accident de tragédie. Cette mine de cuivre à ciel ouvert est située dans la région de Shingola, à environ 400 km au nord de la capitale Lusaka. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les mineurs ont été pris au piège par un torrent de boue provoqué par des pluies torrentielles. Le gouvernement a précisé que les recherches se concentraient en 3 endroits de ce site minier artisanal où des centaines de mineurs illégaux creusent habituellement la terre pour en extraire du cuivre. Grand pays minier, la Zambie possède notamment des gisements de fer, cobalt, zinc, améthyste et émeraude. C'est aussi l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde et le 2e en Afrique, avec environ 900 000 tonnes par an. L'organisation anti-djihadiste G5 Sahel semble désormais vouée à disparaître, 9 ans après sa création. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'alliance G5 Sahel après le retrait des 3 autres membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Créée en 2014 pour faire face au djihadisme et aux autres défis de la sous-région, le sort de cette alliance mal en point paraissait scellé avant même l'annonce du retrait de la junte malienne en 2022. Les pays membres avaient mis sur pied en 2017 une force militaire conjointe dont l'efficacité est restée très limitée. La violence a continué à se propager, faisant des milliers de morts civils et combattants et des milliers de déplacés. Elle a fortement contribué à l'instabilité politique et à une succession de coups de force. Le Burkina et le Niger ont annoncé samedi avoir décidé en toute souveraineté de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, indiquait-il dans un communiqué conjoint. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs, minée par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge. La Commission éthiopienne des droits de l'homme dénonce des assassinats systématiques dans la région Oromia. En novembre, 50 civils ont été tués dans des attaques en Éthiopie, et ce, 2 semaines après la fin de négociations entre le gouvernement et l'armée de libération Oromo. Classée organisation terroriste par Addis Abeba, l'armée de libération Oromo combat les autorités éthiopiennes depuis sa scission en 2018 avec l'historique Front de libération Oromo, quand celui-ci a renoncé à la lutte armée à l'arrivée au pouvoir de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Selon l'institution publique des droits de l'homme, statuairement indépendante,
Les combattants de l'armée de libération Oromo ont tué 17 personnes et incendié des villages à Benishangul-Gumuz dans le nord-ouest de l'Éthiopie. 30 autres personnes ont été tuées dans la zone d'Arsi dans l'Oromia lors d'une série d'attaques perpétrées par des assaillants non identifiés, les victimes comprenant plusieurs membres de la même famille. Toutes les attaques ont eu lieu entre le 23 et le 29 novembre, après la fin sans accord en Tanzanie de négociations entre le gouvernement et l'armée de libération Oromo le 21 novembre, les deux parties se rejetant la responsabilité. La région du peuple Oromo est minée par des violences dues aux luttes politiques internes, aux litiges territoriaux et au banditisme armé. Ce hameau, situé à quelques kilomètres au sud de Marrakech, abrite 250 personnes qui ont perdu leur logement lors du séisme qui a frappé le sud du Maroc il y a environ 3 mois. Taoufik, 34 ans, habite ici. Il est en charge de la coordination de ce camp. Chaque jour, il s'assure que les habitants restent solidaires. Notre camp est un modèle dans la région, car nous avons un fort collectif. Nous sommes comme une grande famille. Le camp abrite 62 familles, comprenant 250 personnes qui ont été enregistrées et répertoriées, y compris les enfants avec un certain niveau d'éducation, les femmes et les veuves. Elles sont toutes répertoriées. Il y a une solidarité entre les femmes ici. Des bienfaiteurs privés ainsi que des entreprises publiques ont offert des équipements aux habitants du camp, comme des toilettes ou des douches mobiles, le tout installé par le plombier local qui leur a également installé l'eau courante. Mourad habite dans le camp et n'hésite pas non plus à rendre service, comme aider à construire ce genre d'habitation à l'approche de l'hiver. Les gens ici souffrent beaucoup du froid. C'est pour cela qu'ils ont besoin de se retrouver sous un toit, au chaud. C'est possible grâce aux gens qui sont venus nous proposer leur aide pour construire ce genre de maison, comme vous pouvez le voir. Dans ce genre de région montagneuse, les températures peuvent atteindre 0 degré. Quelques chauffe-eau à gaz ont également été installés, mais pour éviter les risques d'incendie, il n'y a pas de chauffage dans ces abris. Et nombreux sont les habitants qui craignent l'arrivée de l'hiver. Il n'y a rien à faire ici. Nous passons notre temps en famille jusqu'au soir, où chacun rentre dans sa tente pour dormir. Il n'y a pas de chauffage, pas de bois. On ne peut pas faire de feu pour se réchauffer, car cela pourrait déclencher des incendies. Le séisme du 8 septembre a fait près de 3000 morts et affecté plus de 2 millions d'habitants. Les autorités marocaines ont débloqué des aides d'urgence, mais certains sinistrés n'ont encore rien reçu. L'agence spatiale égyptienne a annoncé le succès du lancement de son satellite MISRSAT 2 depuis la Chine. Le MISRSAT 2 va contribuer aux objectifs de développement durable de l'Égypte en utilisant la technologie spatiale pour améliorer des secteurs vitaux tels que l'identification des sources d'eau de surface ou l'étude de l'impact du changement climatique sur l'environnement. Grâce à ce satellite, nous pourrons surveiller le développement urbain, déterminer les variations du niveau d'eau dans les rivières, surveiller l'agriculture, déterminer la répartition des cultures dans le pays, ce qui signifie que nous pourrons formuler des estimations à partir de ces images et ainsi intervenir sur le territoire national et régional. La résolution de ce satellite est très élevée par rapport à celle des précédents satellites civils dont nous disposons et permettra également de desservir l'Afrique. Ainsi, avec une résolution à 2 mètres, nous pourrons servir un plus grand nombre d'intérêts pour les différentes entités gouvernementales et pour les différents utilisateurs d'images satellites. L'agence spatiale a souligné que ce projet va non seulement soutenir l'économie égyptienne, mais également consolider le rôle pionnier du pays en proposant des programmes de formation visant à qualifier du personnel spécialisé en Afrique et au Moyen-Orient, tout en fournissant des données spatiales. Trois semaines après le rejet d'un précédent projet, Londres et Kigali ont signé mardi au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays d'Afrique de l'Est des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. À part les membres de son propre cabinet, combien de personnes le Premier ministre a-t-il envoyé au Rwanda ?
Qu'est-ce qui l'a poussé à proposer à Kagame des centaines de millions de livres sterling pour rien en retour? Nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce programme fonctionne et que nous puissions arrêter les bateaux. C'est pourquoi nous avons signé cette semaine un nouveau traité juridiquement contraignant avec le Rwanda qui, avec la nouvelle législation, répondra à toutes les préoccupations qui ont été soulevées. Parce que personne ne doit douter de notre engagement absolu à arrêter les bateaux et à faire décoller les vols. Le gouvernement britannique s'efforce de sauver cette mesure phare de sa politique contre l'immigration illégale après le camouflet infligé mi-novembre par la Cour suprême.